Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast NBA Extra. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jacques Monclar. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et voilà, c'est parti, du coup la saison est repartie sur déjà les chapeaux de roue depuis 3 nuits. Tiens tout de suite Jacques, s'il y avait quelque chose qui vous a un peu plus marqué que d'autres, ce serait quoi sur ce début de saison ? Une à l'est, une à l'ouest. À l'est, la démonstration de Boston, la force de Boston qui déroule, qui shoot 45 fois, 50 fois à 3 points, qui met dedans, qui a Jaylen Brown et Jason Tatum en tête de proue et qui joue bien au basket. Puis la victoire de OKC à Denver. Alors on avait dit ici que Denver était un peu malade. Ils sont peut-être même beaucoup malades. On verra, il n'y a qu'un match. Mais déjà le prochain qu'on fait sur l'antenne d'ailleurs demain soir, entre les Clippers et les Nuggets. Deux équipes qui ont perdu le premier, quoi. C'est jamais bon. Les deux favoris répondent déjà présents, quoi. Oui, voilà. On voit un message fort, même. Ouais, il me semble. Et contre puis, des grosses équipes, en plus. Chet Holmgren avec Shai Gilgeous ont fait un chantier pas possible. Si Chet Holmgren est à ce niveau-là, là, c'est... Oui. De toute façon, c'est lui le futur de plein de choses, et notamment de Team USA. De Team USA où il sera un des leaders en 2028. Voilà. Évidemment. Alors, l'autre actualité de ce début de saison, c'est tout ce qui tourne autour de Joel Embiid, pas forcément dans le positif, sachant que du coup, le pivot est pour l'instant à l'infirmerie, toujours gêné officiellement par son genou. Il devrait déjà rater la première semaine de saison régulière. Et étant donné l'historique de ses blessures, ça n'a rien d'extraordinaire, sauf que les Sixers sont même allés plus loin en annonçant clairement que Embiid serait préservé cette saison, notamment lors des back-to-back. Mais c'est une annonce qui n'a vraiment pas plu à la NBA. Alors, on va être précis. C'est pas sur les back-to-back. Les Sixers n'ont pas parlé des back-to-back. Les Sixers ont parlé de ménager Joel Embiid afin que son genou soit protégé. C'est Joel Embiid lui-même qui s'est permis de dire « je ne ferai pas les back-to-back », ce qui est une belle ânerie, parce que ça a déclenché un peu la colère. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, il y a des gens qui payent des places à la salle. Ils savent pas s'il va jouer, s'il va pas jouer. Donc ça, c'est un peu déjà compliqué. Il y a les droits télé. Il y a les matchs exposés en télévision nationale, où là, la NBA est intransigeante. Si le joueur n'a pas de pathologie avérée et est arrêté, ils n'aiment pas quand historiquement, il y avait eu un match des Spurs où ils avaient failli gagner à Miami, d'ailleurs. Nando De Colo en avait profité pour mettre 15 points et ils avaient pris une énorme amende. Donc voilà. C'est un peu Greg Popovich qui a été le premier un petit peu à faire polémique en NBA au coup de... Alors moi je veux bien, Joel Embiid, on l'a tous vu cet été, il faut être aveugle pour pas le voir, pour qu'il ait la jambe gauche très fatiguée, le genou gauche. C'est un peu l'histoire de tout le process. On va rappeler, il n'avait pas joué quand il est arrivé en NBA. Il a raté la première saison. On peut comprendre qu'il ait envie de faire les playoffs. Pour aller chercher le titre de MVP, il a été obligé d'enchaîner beaucoup. Et l'année dernière, il s'est rendu compte qu'en playoff, il est arrivé, il n'y avait plus d'essence dans le réservoir. Donc, sachant qu'il avait raté quand même beaucoup de matchs avec une blessure. Mais il était revenu trop tôt. Il a un genou dans la boîte à gants. Donc... qu'est-ce que je vous dise, la NBA est un peu... Moi, c'était ça la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que la NBA en fait trop quand même dans sa façon de... Et pourquoi il se taise pas ? Il ne se taise pas. Le joueur ? Le joueur, la franchise... Oui, c'est ça. Sachant qu'il n'a fait aucun match de pré-saison. Ils savent très bien que la NBA n'aime pas ça. Pourquoi communiquer là-dessus ? Est-ce que c'est vraiment pour chercher ou c'est juste une erreur de communication ? Je pense que c'est juste une erreur. Ça. Celle d'Embiid, c'est sûr que c'est une erreur. Le club, faut voir, la franchise, faut voir, mais Embiid, c'est sûr que c'est une erreur. Voilà, puis il y a l'autre histoire dont tu vas peut-être parler avec Kawhi Leonard. Mais justement, on peut en parler. Donc c'est son préparateur physique personnel qui est d'ailleurs... Leonard est absent pendant plus d'1 mois normalement.
déjà. Mais donc c'est son préparateur physique personnel, Randy Shelton, qui explique, qui est même dit avoir porté plainte contre les Clippers, qui aurait donc mal géré les blessures de Kawhi, accélérant ses retours au jeu malgré les risques. Alors évidemment les Clippers démentent, mais on rentre encore dans ces histoires de... Non, je trouve que ce Shelton qui a été le kiné de Kawhi Leonard à la fac à San Diego State, qui l'aurait peut-être même un petit peu poussé pour venir... oui, ça c'est ce qu'il dit maintenant, mais c'était ça, le tempering n'a jamais été autorisé, oui. Donc ça déjà, il n'a pas à le dire. Le vrai sujet. Après, s'il a vraiment vu des choses qui mettent en cause la santé de Kawhi Leonard, il y a déjà un moment, il n'aurait pas dû attendre. Eh oui. Mais ce qu'il attendait, c'était un renouvellement de contrat. Et là, on rentre dans d'autres histoires. On rentre dans maintenant, quelqu'un dépose une plainte, il met l'opprobre sur les gens qui reçoivent la plainte, en l'occurrence les Clippers. Moi, je sais pas, Kawhi Leonard s'exprime peu. La grande muette, on l'a connu déjà avec les Spurs. Il y a guère que son court passage et riche passage à Toronto qui a été où là Nick Nurse, qui a donc cette expérience puisqu'il est le coach de Philadelphie, avait managé la saison de Kawhi pour qu'il puisse faire tous les playoffs à fond. Oui, il avait dû faire 60 matchs dans la saison. Voilà, il avait aussi quelques années de moins. Oui. Voilà, c'est très triste. D'abord que Kawhi ne joue pas, qu'il n'arrive pas à donner la plénitude de ses moyens qui sont formidables. Après, l'histoire de Shelton, là, c'est bien rare qu'autour de Kawhi, des gens se démasquent et donnent leur nom. D'habitude, c'est vraiment la grande muette, la grande silencieuse. On sait rien, il y a un côté secret d'État. Là, il fait ça, je sais pas. Je sais pas si ça va se régler en conciliation, s'il y aura un procès. Mais ça me paraît un peu léger, ce qui balance. Oui, on m'a demandé de le recruter, de le suivre, donc tu l'as influencé, donc tu l'as fait aller dans un endroit où tu pensais que tu serais en charge de toute la préparation physique, de la performance. Tu l'as pas été, t'as laissé faire des trucs. Donc c'est encore une fois significatif quand même de ce problème de load management. Non, le problème là, non. Alors, je pense que il y a 450 joueurs qui sont inscrits en NBA à l'heure actuelle. Il y en a combien qui sont sous load management? Pas beaucoup. Donc on va pas faire des lois pour des mecs, c'est simplement le comportement. Et je pense que la communication est importante là-dessus. Et le problème de Kawhi Leonard, il est pas neuf. Comme le problème d'Embiid, il arrive à être évident maintenant, mais il avait raté 2 saisons en ouverture de carrière avant de commencer à jouer. Donc ce sont des gars qui jouent à un niveau exceptionnel, celui de la NBA, à une vitesse incroyable, la vitesse la plus haute du monde. Et évidemment, ça brûle un peu. Donc voilà. Moi, je suis très partagé sur tout ça. En tout cas, le Shelton en question, j'achète qu'à moitié sa théorie. Ok. Je reviens quand même sur cette histoire parce que la NBA quand même avait instauré des nouvelles règles il y a un an. Quel bilan on doit en tirer? Justement, Kawhi, ça faisait longtemps la saison dernière qu'il n'avait pas autant joué. Il avait fait ses 65 matchs du coup pour être éligible à la course au MVP. Les amendes ont été réaugmentées. Alors quand le droit de faire la course au MVP, il n'y a pas été quand même bien longtemps. Après, les équipes font ce qu'elles veulent, mais il y a un produit et il ne faut pas dévaloriser le produit. Je ne vais pas rentrer dans des trucs franco-français, mais quand dans un sport qui se joue avec un ballon en forme d'olive, il y a une équipe qui annonce qu'ils envoient l'équipe B, le diffuseur fait la tête. Évidemment. Oui, les spectateurs qui vont au stade pour voir X ou Y et qui voient du schmoll et un autre, c'est pas la même. Voilà, il y a le respect du public, il y a le respect des gens devant leur télévision, il y a le respect, imaginez un papa qui emmène son gamin qui va en prendre pour la vie la première fois plein les yeux et il voit pas que ce soit LeBron, alors là pour le coup on peut pas lui reprocher à lui ou un autre. C'est le contre-exemple. Voilà, oui, justement, c'est pour ça que je le cite, ou même Steph Curry qui finalement manque peu de matchs quand il est pas vraiment blessé sur les rotules. Steve Kerr s'en était un peu. Oui, donc c'est
je sais pas si c'est parce que ce sont 2 joueurs quand même assez âgés, mais il faut pas trop réglementer, mais se faire mal. Et c'est pour ça que parfois les anciens joueurs NBA, et ça pourrait être le cas chez nous, il n'y a pas le même sens de la douleur. Parce que oui, ça allait peut-être un peu moins vite, mais oui, les soins étaient moins bien, les voyages étaient moins bien, la récup était moins bien, le matériel, les chaussures, les planchers, etc., étaient moins confort aussi. Tout est optimisé pour eux. Alors ils donnent beaucoup, mais il y en a quand même qui l'ont fait pendant des années. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui n'ont plus de genoux, je sais de quoi je parle, et d'autres plus de dos, enfin des vraies pathologies de... On reconnaît un basketteur qui marche en fin de carrière. Et c'est marrant parce que j'avais une stat par rapport à ça. Années 80, les joueurs rataient à peu près 10 matchs par saison. Dans les années 2020, vous pensez que c'est combien à peu près ? Chaque joueur ou en moyenne ? Les stars, en moyenne. Ah, les stars ? Ouais. Bah alors là, ça doit être à 25. Ouais, 23,9. Ouais, m'étonne pas. C'est une évolution qui est logique, oui, pour vous. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a beaucoup plus de meilleures équipes. Donc le championnat est plus dur. Avant, les mecs, ils pouvaient quand même de meilleurs joueurs. Donc de meilleurs joueurs. Opposition, pas pouvoir se rater avec la présence des télés, des images, des highlights, des sites, de partout. Les rivalités... tout est plus difficile. Regardez, on va prendre un sport que tout le monde connaît, le football, là pour le coup, c'est pas avec une olive. Est-ce qu'on entendait parler de turnover, c'est-à-dire quand ils font tourner les joueurs, D'ailleurs, ils ont ajouté des changements en plus. Il y a 5 changements, on peut changer une moitié d'équipe sur les joueurs de champ pendant un match. Est-ce qu'on faisait tout ça ? Non, c'est une évolution. Alors bien, pas bien, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça. Il y a moins un côté... on achève bien les chevaux, c'est un vieux film, vous irez vérifier. Il y a moins ce côté-là. Les joueurs jouent moins blessés aussi. Avant, il y avait une capacité... On serrait plus les dents. Ouais, on va dire ça comme ça, mais il y avait plus de tolérance à jouer avec la douleur, d'acceptation. Maintenant, c'est fini parce que il y a tellement d'enjeux financiers et ça représente tellement de dollars que d'enchaîner, de faire des contrats, avoir des récompenses individuelles. C'est pour ça que c'est 55 matchs pour être éligible au trophée. 65 matchs. Il faut en manquer que 17 dans l'année. Good luck. Ouais. La dernière truc, c'est un peu le vieux serpent de mer aussi, c'est le nombre de matchs joués dans une saison. Est-ce que on en revient aussi aux télé, Regardez en France, Villeurbanne, Monaco et Paris, ils vont faire 30 matchs de championnat, 34 matchs d'Euroleague, puisqu'ils sont 18, donc 17 x 2, 34, hors play-off. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu plus de turnover quand même en Europe ? Les effectifs sont un peu plus denses. D'abord, tu peux te faire attraper partout. Il n'y a pas quand même des joueurs supérieurs de partout aussi. Ouais. On sent que le championnat est un petit peu plus délaissé. Oui et non, parce qu'il faut faire attention. On a vu l'année dernière se rencontrer en demi-finale. C'est jamais je parlais en saison régulière, après les playoffs. Après, donc je faisais 64 matchs. Si tu fais les playoffs en Euroleague, si tu fais les playoffs en championnat, plus ta Coupe de France, t'arrives à 75-80, avec des déplacements qui sont moins confort, avec certes des déplacements moins longs aussi, mais tout un tas de choses. Je crois qu'il faut arrêter de jouer, les joueurs aiment ça. Voilà. Bon. Sujet clos, mais intéressant en tout cas. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour avoir bien regardé Joel Embiid cet été, sa jambe gauche elle est là pour monter dans l'autobus, quoi. Mais c'est donc logiquement, en fait, ce serait normal qu'il soit pas prêt physiquement, même avec quasiment 2 mois de repos là. Ouais, si derrière les jeux où il a dû se secouer un peu quand même. Lui dit qu'il a perdu du poids. C'est vrai, visuellement c'est sensible. Ouais. Il a perdu, il a dit 15 pounds, donc ça fait 7-8 kilos, 7 kilos. C'est beaucoup quand même pour lui. Enfin, ça change en tout cas pour les genoux, justement. Ça fait un gros dixième de poids de porc, c'est pas de poids de corps. C'est quand même pas... Oui, mais pour les genoux, c'est fondamental. Ça porte le poids d'un homme. On va suivre ça, en tout cas. Il devrait être de retour dans pas si longtemps que ça, quand même. Je voulais finir avec un autre sujet un petit peu aussi intemporel, mais qui mérite quand même...
au moins de vous entendre, parce que finalement, ça a été un petit peu éclipsé cet été, en juillet, lorsque on a appris que du coup les Splash Bros étaient terminés. Donc la fin d'une ère avec le départ de Klay Thompson de Golden State pour Dallas. Voilà, je voulais avoir votre avis sur ce duo avec Steph Curry qui nous a enchanté pendant 9 ans. Sûrement le meilleur duo de shooters de l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, moi je vais aller plus loin. C'est le duo qui a changé le basket. C'est le duo qui a mis le basket au-delà de la ligne à 3 points. Alors bien sûr, Steph Curry encore plus depuis cet été. Mais Klay Thompson, on va rappeler, dans un quart-temps, une fois, il a pris une crise, il a mis 37 points. Il a fait des choses incroyables. Les Splash Bros, à eux deux, c'était arriver en transition opposée, bim. Tous ces shoots-là n'existaient pas trop dans le basket. Et ils ont été amenés par ce duo absolument fantastique. Tous les deux fils d'eux. Oui, c'est vrai. Michael Thompson a été joueur aux Lakers. Il a dû être champion NCAA. Je ne sais pas s'il avait joué en Europe. Et Del Curry, on sait aussi qu'il a mis beaucoup de paniers, que ce soit à Charlotte, à Cleveland et d'autres franchises. Donc des fils d'eux, pas spécialement hypés à la sortie du collège. Même si Steph Curry était 7e en sortant de Davidson. Notre ami Klay Thompson, californien, plutôt de Los Angeles, qui est allé faire sa vie de basket à San Francisco, aux Warriors. Ouais, ils ont représenté vraiment une nouveauté incroyable. Et les Splash Brothers, quoi. S'ils arrivaient, ça faisait splash. Ils faisaient péter les filets dans tous les sens. Vous qui les avez vus en vrai lors des finales, ça devait être quand même... Pas que des finales, d'ailleurs. C'est très impressionnant. Ouais. Très impressionnant. Klay Thompson, en répétition... ils ont tous les deux gagné récemment le concours à 3 points. Et d'ailleurs, derrière Steph Curry, c'était Thompson qui avait réussi à le battre. Ils se battaient entre eux même. Ouais, c'était... Non, ils ont vraiment réinventé quelque chose. Il y a plein de gosses qui se sont inspirés de leur jeu. Oui. Klay Thompson, c'est peu de dribbles, beaucoup de shoot et dedans, comme ça a été le cas hier, 22 points. Il fait un carton, ça fait plaisir pour lui de le revoir comme ça. Est-ce qu'il aura la constance? Je le souhaite. Les Splash Bros, c'est fini, mais de 2015 à... j'ai presque envie de dire, alors il y a le titre de 2022 pour où Klay Thompson est là, même s'il souffre, jusqu'à Toronto, jusqu'à 2019, alors qu'avant, au moment où il se fait le tendon, d'abord il se fait le genou, après le tendon d'Achille. Mais ça a été un moment, ça a été délicieux, leur montée en régime à partir de 2013. La confiance qui leur a été donnée par Mark Jackson à l'époque, et puis après le gros travail de... Pourquoi ça a pris un peu de temps justement? Ils ont eu plusieurs saisons avant vraiment d'exploser, oui, c'est ça, c'est 2013, les premiers playoffs. C'est derrière, ils se qualifient déjà une fois un peu à la surprise, l'année avant qu'Iguodala les rejoigne. Il y a eu... quelque chose, ils ont équipé autour des Splash Bros, parce que Steph Curry n'était pas meneur naturellement, il a fallu Mark Jackson pour qu'il y aille, qu'il fasse ce choix, et puis on les a habillés autour, l'arrivée de Draymond Green, l'arrivée de joueurs pour compléter leur équipe, Iguodala bien sûr, dans des registres très différents d'eux, parce que Klay Thompson était un gros défenseur, Steph Curry a fallu qu'il s'y mette, et maintenant il y est d'ailleurs assez bien. Mais oui, ça restera comme le symbole, là, en 10 ans de vie commune au très haut niveau, là, 2013-2023, parce que Steph Curry, au début de sa carrière, il a les chevilles qui sont opérées. Oui, c'est ça aussi. Klay Thompson, moi, ce qui me fait toujours rire, c'est que, par exemple, le match contre Dallas hier, je crois qu'il shoot 13 fois ou quelque chose comme ça, et je pense qu'il a fait plus de shoot que de dribble. Et quand l'équipe va bien et qu'il est décalé, avec Kyrie et Luka, il est décalé, qui pose les appuis, ça part après. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est que c'est les deux meilleurs shooters, mais ils sont tellement opposés dans leur manière de shooter. Il y en a un qui porte la balle et l'autre pas. C'est ça. C'est peut-être aussi là leur complémentarité. J'ai jamais vu Steph Curry shooter dans le noir. Il y avait eu un test de fait avec Thompson dans le noir. À 3 points, il met des paniers dans le noir. Le mec, c'est des fous. Ouais. Ce sont des fous complets. Et puis, il est rigolo. C'est lui qui est à la base l'inventeur, pratiquement. Il y en a eu d'autres avant, mais très motivé en plus dans les célébrations de titres avec ses lunettes de plongée, là. Klay Thompson, qui est un personnage qui venait au Chase Center en bateau, qui a un côté un petit peu décalé. Bon, maintenant, on lui souhaite le meilleur, mais
Mais c'est vrai que les Splash Bros, c'était quelque chose. Ouais. Et avec ce départ, c'est vraiment la fin des Warriors. Il y a Curry. Curry reste quand même l'emblème. Curry et Green. Ouais. L'autre, même s'il a... J'ai vu qu'il s'est pris une bonne chaussette par Steve Kerr et même par Steph Curry qui était fatigué de l'entendre. Et puis il a pris technique, enfin bref, contre Portland, il a réussi à s'énerver, bon, c'est bien. Non, mais les Splash Bros, c'est fini, mais Steph Curry, c'est encore... Ils ont fait un choix, hein. Ils voulaient pas le garantir sur plusieurs années, ça a dû être un crève-cœur. Après, ils ont changé de GM, c'est Don Levy qui est en charge maintenant. On verra, mais ça reste la franchise de Steph Curry et il est toujours un Splash Bro, mais il est tout seul. Et l'autre, il a fait du Splash Bro avec Dallas hier soir. On va voir justement. Ça peut être des nouveaux bros du. Ah, ce sera jamais pareil parce que ça c'est comme la Dream Team. Les trois en tout cas, quand même, il y a du potentiel. Et Lively au milieu qui fait du chantier, et puis Joe Washington, c'est une belle équipe Dallas. Juste pour finir, est-ce que si je vous demande de les positionner dans l'histoire des plus grands duos, c'est à quel niveau? Dans leur registre, c'est le numéro 1. Dans leur registre. Tu l'as dit en ouverture, pour moi, c'est le plus grand duo de shooters dans la même équipe, mais tellement complémentaire dans la technique. Il y en a un qui peut, bien sûr, qui peut tout shooter en catch and shoot, mais qui adore porter la balle, crosser, qui a un manière de balle invraisemblable, c'est Steph Curry. Et l'autre qui a besoin de peu de dribble. De dribble dans un match, qui était un gros défenseur, un bon joueur de post-up en plus, mine de rien. Klay Thompson, il utilisait bien son corps. On verra, parce qu'avec Dallas, là, c'est quand même une utilisation, je vais pas dire shooter exclusif, mais pas loin. Parce que Kyrie porte la balle, parce que Luka porte beaucoup la balle. Mais finalement, lui, il est habitué à des mecs comme ça, parce qu'entre Steph Curry et Dre Green, il avait des gonzes qui gardent la balle et qui attrapent les sorties d'écran, les timings ça peut faire du bien aux coéquipiers d'avoir de l'espace aussi. Oui. Et tirer les défenses, etc. C'est sûr que à Dallas, à l'heure actuelle, le coach en face, il faut qu'il choisisse son poison. Oui. C'est jamais facile. C'est toujours... quand on dit ça, c'est que c'est souvent compliqué pour l'équipe adverse. Une image, c'était peut-être arrivé... T'as 5 sujets à réviser pour un examen, tu fais une impasse. Ça m'est souvent arrivé, de temps en temps, t'as fait bingo, t'es tombé sur l'impasse. Faut quand même souvent travailler, quand même. Hein. Il vaut mieux que jouer à la roulette russe, c'est sûr. Très bien. En tout cas, c'était sympa de pouvoir aborder ce genre de sujet. Il y a des gros matchs. On a parlé du Denver. Exactement. Mais il y a Phoenix Lakers aussi. Dès ce soir. Qui va être très sympa. Il y a des gros matchs en entrée. Ça vient peut-être de la NBA Cup. Je sais pas de quoi ça vient, mais il me semble que ça se tamponne. J'ai l'impression que la NBA voulait envoyer du lourd dès le début, là. On a eu des beaux matchs, quand même. Oui, on a eu des très beaux matchs. Et ce qui n'a pas été le cas des Spurs, juste un petit mot pour Victor. Ouais. Les Spurs ne sont pas prêts physiquement, c'est lui qui le dit. En tout cas, il va falloir aussi qu'il se recible un peu, lui personnellement, dans le jeu. Et puis maintenant, tout le monde attend qu'il gagne des matchs, même s'il gagnait à Dallas. C'était pas la villégiature facile. Très bien. On suivra ça dès demain dans NBA Extra. Et puis, du coup, nouveaux horaires dans les podcasts. Ce sera le lundi et le vendredi maintenant. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes. Et puis, on vous dit, à lundi prochain. À lundi. Salut.